L'enregistrement a commencé. D'accord. Bonjour à tout le monde. Merci d'être présent pour ce webinaire Que savez-vous organisé par la COSAV Terre et Sol. Donc aujourd'hui, on a comme invité Germain Meulemans, qui est anthropologue au centre Alexandre Kioré au CNRS à Paris. Et ça nous tient à cœur au sein de la COSAV de justement pouvoir avoir ces approches de regard croisé de différentes disciplines et de s'intéresser au lien avec les sciences sociales. Donc lui, ses recherches, elles se situent à l'intersection entre l'anthropologie de l'environnement et les Science and Technology Studies. Et il s'intéresse particulièrement aux relations entre les connaissances et les politiques qui sont mises en jeu dans la prise en compte actuelle des sols en milieu urbain. Il a mené des recherches ethnographiques en France, aux États-Unis, auprès de différents acteurs, comme des chercheurs en sciences du sol, des agriculteurs, des jardiniers urbains, mais aussi des militants écologistes. Et il s'est impliqué dans plusieurs projets de recherche, création et de recherche participative. Et donc, dans le cadre de ce webinaire, Germain Meulemans va nous partager son expérience issue de deux projets de recherche participative qui portaient sur la contamination des sols de jardins collectifs en Seine-Saint-Denis, le projet HIPOP 93 et le projet RealSol. Et pour ce webinaire, on vous propose une discussion en trois temps. Donc, d'abord, environ une demi-heure où Germain va nous faire donc sa présentation. Ensuite, on aura une discussion sur le croisement de nos expériences respectives en lien avec des recherches participatives sur les sols, donc de mon expérience personnelle aussi et la sienne. Et puis, il y aura un troisième temps d'échange avec les participants et les questions doivent être posées par écrit. Et c'est Alain Broman qui centralisera les questions et posera des questions dans cette troisième partie. Donc voilà, je vais laisser la parole à Germain. Je te laisse partager ton écran pour la présentation et à tout de suite. C'est bon, vous avez la présentation? Oui, on la voit bien, oui. Ok, super. Bon, ben, merci d'abord Alain et Lola pour cette invitation. Ça me fait plaisir de venir discuter de tout ça avec vous. Il y a plusieurs personnes que je connais dans les participants et participantes, donc content de vous retrouver. Merci aussi pour la petite présentation de... Ah, ça passe pas. Ah si, ça y est. De mes travaux. Lola, donc, bon, ça va me permettre de passer plus vite là-dessus. Effectivement, je mène des recherches au croisement entre anthropologie environnementale et ce qu'on appelle en bon français, Science and Technology Studies. Bon, en gros, c'est le champ interdisciplinaire à l'intersection entre histoire des sciences, sociologie des sciences, anthropologie, qui s'intéresse à la manière dont des facteurs économiques, culturels, sociaux interviennent dans les recherches et les innovations et inversement, qui m'amène à travailler sur des sujets tels que la prise en compte des sols dans la fabrique de la ville, les trajectoires des sciences des sols urbains, des controverses sur les controverses liées à la pollution ou à la dépollution en milieu urbain, etc. Et donc, effectivement, depuis quelques années, sur des projets de recherche participative sur les sols. Je parlerai des deux projets en fait dans lesquels j'ai été impliqué de façon plus spécifique, HIPHOP 93, dans lequel je suis embarqué depuis 4 ans, et un projet plus récent qui s'appelle Réasol, que je vous présenterai tout à l'heure. Au départ, je pensais ne présenter que ces projets, et puis dans les échanges préalables voilà, dans l'organisation de ce séminaire, les échanges avec Lola, on s'est dit que ce serait intéressant de présenter de manière un peu plus large la manière dont les SHS, les sciences humaines et sociales, peuvent penser, enfin, ou ont pensé leur insertion dans ce type de projet, puisqu'il y a quelques distinctions peut-être avec la manière dont c'est opéré dans les sciences du sol, les sciences de la vie et de la terre de manière plus large. Je dois juste faire un petit avertissement. Je suis pas. Il y a des personnes, des chercheurs et des chercheuses dans SHS qui dédient leur carrière entière à l'étude de processus participatifs, qui en font l'histoire, qui recensent et qui comparent ces processus, qui développent des méthodes et des outils participatifs. Donc, je dois préciser que ce n'est pas mon cas. Moi, je mène des recherches en SHS sur des questions sociales, culturelles et politiques liées au sol, et je me suis saisi de ces outils participatifs dans ces recherches. Mais pour ce qui est de retracer leur histoire, etc., je me base sur les travaux de collègues. Euh, et, euh,
Donc voilà. Et alors, un autre petit aussi avertissement, c'est que moi j'ai travaillé là-dessus, vous l'aurez compris, principalement en France et un petit peu aux États-Unis. Mais donc, c'est un point de vue aussi assez situé, hein, que je vais vous proposer. Je pense qu'un anthropologue qui aurait travaillé à l'IRD dans d'autres contextes aurait sans doute eu d'autres choses à dire. Donc voilà, je voulais simplement rappeler ça en introduction. Voilà, bon, le constat de départ que vous n'ignorez pas, je suppose, c'est celui d'une expansion importante des recherches participatives au cours des 20 dernières années, hein. Les marches ont un peu explosé avec un nombre toujours plus important de projets financés, d'appels à projets, de chercheurs ou d'unités de recherche qui vont incorporer cette démarche, et aussi d'incitation, peut-être même on pourrait dire d'injonction parfois de la part de nos tutelles, INRAE, CNRS, etc., à mettre en place des démarches de science et de recherche participative. Sur les sols, vous savez sans doute que ces démarches se développent aussi, et vous avez en référence ici un article qui dressait le tour d'horizon des démarches de science et recherche participative autour des questions de sol en France dans l'étude des gestions des sols en 2022, qui identifiait une vingtaine de projets en France, ce qui est quand même pas rien, mais qui notait aussi l'absence assez, enfin, quasi totale, on pourrait dire, des sciences sociales dans ces projets. Euh, Or, les sciences sociales, et je voulais commencer par là, elles sont pas étrangères aux questions de recherche participative. Elles ont même, se sont même saisies des questions de participation, de collaboration avec des non-scientifiques de manière relativement ancienne. Souvent, on retrace, c'est l'histoire, on va dire, des recherches participatives dans les SHS à partir des années 70. Avec à l'époque des démarches de recherche-action, des démarches à cheval entre recherche et mouvement d'éducation populaire, aussi des démarches vraiment associées à des disciplines spécifiques. Donc, dans ma discipline, il y a eu tout un mouvement dans les années 70-80 qui dure jusqu'à aujourd'hui d'anthropologie collaborative qui vise à prendre au sérieux et rendre légitime la production de savoir sur les groupes ou mouvements sociaux qu'étudiaient les anthropologues par ces groupes et mouvements sociaux eux-mêmes, avec pour ambition de permettre aux, ce qu'on appelle parfois en SHS nos enquêtés, d'être aussi des enquêteurs, des acteurs des recherches qui les concernent. Et donc cette préoccupation est assez ancienne. Au cœur de ces démarches, une spécificité, et vous allez voir que ça va revenir plusieurs fois dans ce que je vais vous présenter, parce que c'est quand même assez caractéristique, je pense, de la manière dont les SHS se saisissent de ça. Il y a eu depuis longtemps une ambition de justice épistémique, et cette idée, pour l'expliquer, ben, elle renvoie à la construction, à l'ambition de construire des rapports plus égalitaires entre chercheurs de carrière et chercheurs profanes dans la production des connaissances scientifiques, avec souvent en toile de fond un objectif d'émancipation pour des groupes sociaux marginalisés ou dépréciés. Myriam Winans, qui est une chercheuse qui a produit enfin, avec Pierre Ribaud, une synthèse, une très bonne synthèse, un très bon état des lieux des recherches participatives plutôt dans le champ de la santé, donc pas directement de l'environnement ou de l'agriculture, qui vont peut-être plus nous concerner ici, mais explique que jusque dans les années 90, ces approches participatives en SHS étaient souvent pensées et présentées plutôt comme de la recherche-action. Il y avait souvent une collaboration entre chercheurs et acteurs, hein, dans ces démarches, mais ce qui était mis en avant, c'était plutôt l'action, le fait que l'action était une forme de recherche et que la recherche pouvait être en même temps une forme d'action, que les deux n'étaient pas séparées. Il y avait de la participation dedans, mais donc c'était pas ça qui était mis prioritairement en avant. Et elle note qu'en fait, il y a une inflexion sémantique. Enfin, il y a un champ vers la fin des années 90, sa terminologie va évoluer. On va insister plus sur l'aspect participatif et moins sur la dimension action et transformation sociale. Ce qui fait que certains chercheurs en SHS vont aussi questionner le processus d'institutionnalisation de ces démarches, donc avec les nouveaux appels à projets, les orientations institutionnelles que je mentionnais tout à l'heure, qui bien sûr concernent aussi les SHS. Alors, bien sûr, une partie, grande partie, je dirais la majorité même de nos collègues saluent ce développement puisqu'il apporte de la visibilité, une clarification dans ces démarches. Il y a plus de suivi, il y a de la contractualisation, etc. Et puis surtout aussi des financements qui permettent de rémunérer des partenaires de la société civile plus facilement qu'auparavant. Mais c'est aussi questionné dans le sens où certains considèrent que ça peut induire, par rapport à ce qui se faisait dans les années 80-90, une relative dépolitisation de ces démarches qui étaient souvent ouvertement activistes,
avec des démarches qui se positionnaient comme lanceurs d'alerte vis-à-vis de l'industrie, par exemple. Et une critique plus moins radicale peut-être, mais assez importante, je pense, c'est que alors que les démarches de recherche-action participative des années 80-90 visaient à légitimer des points de vue et des savoirs de groupes marginalisés, c'est un objectif qui n'a pas été perdu de vue, hein, mais c'était très explicite à l'époque. Les nouveaux dispositifs vont tendre, de par la construction de ces instruments, à sélectionner des partenaires, entre guillemets, solvables, donc les partenaires de la société civile qui sont capables de tenir une comptabilité, d'avoir du personnel pour assurer les montages, le suivi, écrire les rapports, faire parfois des avances de trésorerie, etc. Ce qui veut dire qu'une partie des plus petits acteurs associatifs, par exemple, ne va pas être capable de répondre à ces critères et va parfois même s'auto-censurer et pas répondre à ces appels. Donc, l'élément, en fait, simplement que voilà, à retenir ici, c'est que c'est quand on dit partenaire de la société civile, il faut souvent quand même s'interroger sur c'est qui, en fait, la société civile. C'est pas la société civile dans son ensemble qui bénéficie de ces programmes, bien souvent, mais souvent plutôt des acteurs qui ont déjà atteint une certaine masse, un certain degré d'institutionnalisation, et je reviendrai là-dessus un petit peu plus tard dans ma présentation. Euh, je me suis dit que j'allais quand même faire un point sur cette notion aussi de co-construction des connaissances. Peut-être qu'en fait c'est très clair, déjà je sais pas, mais donc je vous parlais de l'idée, enfin, de l'importance pour les SHS de cette idée d'une reconnaissance mutuelle des savoirs détenus par les acteurs impliqués, chercheurs de métier ou non. Et cette idée, elle va souvent se traduire dans les appels à projets récents par la notion de co-construction des connaissances. Donc par exemple l'appel à projet de l'ADEME CO3, CO3 c'est pour co-construction des connaissances avec l'idée que dans ces projets, les savoirs vont être co-construits entre chercheurs et acteurs de la société civile. Et il y a eu énormément de discussions sur à quelle étape cette co-construction intervient. Est-ce que c'est seulement pour la collecte de données ou dans les choix méthodologiques, voire dans la définition des questions de recherche, etc. Et donc, on va souvent classer ces démarches selon des échelles qui sont inspirées de l'échelle de Arnstein, qui date de 1969 et qui servait, elle, à évaluer la participation citoyenne dans les choix politiques au sens large. Ici, je vous en ai mis une version qui était adaptée par une autrice américaine plus récemment pour parler directement des questions de participation dans la recherche. Donc, vous comprendrez vite, hein, en bas, vous avez des démarches où les citoyens ne font, entre guillemets, que collecter des données, des tâches pour lesquelles ils sont éventuellement formés, équipés, etc. Mais où les questions de recherche, et de valorisation, de traitement des données, etc., sont plutôt aux mains des scientifiques. Et à l'autre bout, donc, ce qu'elle appelle ici les approches collégiales, où vous avez des groupes de citoyens qui, dans certains cas, sont quasiment autonomes dans la mise en place de leurs recherches, mais qui au moins vont être à l'initiative, ou peuvent en tout cas être à l'initiative de nouvelles recherches, vont participer à l'élaboration des protocoles, à l'interprétation, à la validation des résultats, etc. Et en fait, concrètement, là où on voit le plus souvent ce type de démarche, c'est plutôt sur des questions de santé, notamment des cas où des associations de personnes malades ou handicapées vont revendiquer la possibilité de participer aux recherches qui les concernent, et même vouloir les contrôler, passer commande, etc. Donc, on retrouve ici ce fort accent sur l'idée d'émancipation, avec l'idée qu'une recherche doit rendre des personnes capables, leur donner un pouvoir d'agir, etc. Les SHS, elles vont plutôt chercher à s'impliquer dans ces démarches de co-construction, donc plutôt vers le haut de ce prisme, de par leur histoire, hein, que j'ai présenté jusqu'avant, et parce que ça rejoint certaines, et on considère souvent que ça rejoint un certain nombre de préoccupations d'éthique de la recherche en sciences sociales, dans lesquelles je ne vais pas rentrer ici. Euh, voilà, je voudrais juste terminer sur je vous la présente parce que c'est quelque chose qu'on voit beaucoup, qu'on entend beaucoup, et si vous n'étiez pas au courant, c'est une bonne introduction à ces questions de participation, voilà, et la diversité des configurations présentes. En même temps, beaucoup de collègues plus spécialistes que moi de l'histoire et de la philosophie, on va dire, des questions de participation prennent aussi des pincettes avec ce type d'échelle, parce que les notions qu'on voit là-dedans, alors, on dit parfois que ce sont des notions épais, elles sont à la fois descriptives et normatives, elles servent aux acteurs à dire ce qu'il faut faire ou ne pas faire, qui fait de la vraie participation ou pas, et à se distinguer entre eux. Mais en fait, quand on regarde dans le détail des projets, quand on regarde vraiment comment ils se déploient, selon, enfin, tout type de projet hein, dans cette échelle, on se rend compte qu'il peut y avoir de la co-construction là où on ne l'attend pas, et que là où les choses semblent co-construites, c'est finalement moins évident que ça. Et donc, c'est bien d'avoir ces catégories en tête quand on parle des recherches participatives, parce qu'elles sont omniprésentes dans les discours sur la recherche participative, mais il faut aussi garder à l'esprit
que en fait, la plupart des projets ne sont pas faciles à clairement classer dans une case, comme souvent. Voilà, ça c'était pour la partie un peu générale de cette présentation. Donc là, je vais rentrer dans la présentation de ces deux projets dans lesquels j'ai été impliqué plus directement, l'un comme porteur d'axe, l'autre comme porteur de projet. Ce sont des projets qui portent tous deux sur des questions de contamination des sols de jardins collectifs dans le département de la Seine-Saint-Denis, donc juste au nord de Paris. Ce département, il faut dire quelques mots du contexte, c'est un département qui est très dense, en particulier dans sa partie sud. L'accès à des espaces verts est faible. Il y a plusieurs zones où on a moins de 2 mètres carrés accessibles par habitant, euh, à Aubervilliers notamment, et pour ceux qui connaissent, sur Est Ensemble, des communautés de communes, on a en moyenne 6 mètres carrés d'espaces verts accessibles par habitant. Et pour rappel, l'OMS préconise 12 mètres carrés par habitant, hein. Par ailleurs, c'est un département dont la population est assez pauvre, voire précaire parfois. Et donc, dans ce contexte, on a des jardins collectifs qui sont parfois très anciens, qui ont parfois plus d'un siècle, qui jouent pleinement le rôle de production alimentaire complémentaire, hein, d'espace de sociabilité, d'intégration, de contact avec la nature, etc., qui sont vraiment importants pour les habitants et les habitantes, qui parfois n'ont vraiment rien d'autre enfin, n'ont absolument aucun espace extérieur chez eux, hein, donc c'est important d'aller au jardin. Et par ailleurs, c'est un département qui a connu une forte industrialisation au 19e et au 20e siècle et qui a aussi, voilà, où ont aussi eu lieu des pratiques agricoles qui ont notamment utilisé des bouts de Paris pour la fertilisation pendant longtemps. Et donc, quasiment tous les jardins, dans la partie sud en particulier, sont concernés par des problèmes de contamination, notamment aux métaux lourds, euh, à des degrés divers. Donc voilà, je vous rentre par ce contexte pour vous faire sentir tout de suite qu'on est face à un problème complexe où il y a une dimension de science du sol, bien sûr, mais aussi de santé publique, une dimension sociologique, puisque ici, les vulnérabilités environnementales, la présence de pollution se recoupent aux vulnérabilités sociales et économiques. Et en arrière-plan, on a une question qui est d'ordre politique ou anthropologique. On ne pourra pas nettoyer toute la Seine-Saint-Denis. On ne veut pas non plus fermer ces jardins qui sont extrêmement importants. Et donc, comment on fait pour, en gros, vivre avec cet héritage de contamination et naviguer là-dedans? Alors, donc ces deux projets, en fait, que je vais vous présenter, tentent chacun à leur manière voilà, de répondre, enfin, en tout cas, d'apporter des éléments de réflexion, de débat autour de cette question un peu générale. Le projet hip-hop, dans un premier temps, donc, c'est un projet de recherche participative qui comporte aussi une dimension interdisciplinaire, qui avait donc pour but d'atténuer les risques liés à la pollution des sols dans les jardins collectifs. Je dis qu'il y avait, parce qu'il vient de se terminer le rendu, la journée d'étude de rendu du projet, c'est mercredi prochain à Bondy, si certains d'entre vous sont sur ce site. Et donc, l'un des éléments un peu phares de ce projet, c'était une expérimentation de techniques de construction de technosols au sein de ces jardins. Je suppose qu'il n'est pas nécessaire d'expliquer ce qu'est la construction de technosols parmi vous, mais au cas où, donc je vais le dire avec des mots qui sont, je ne suis pas pédologue, hein, mais c'est d'essayer de construire un substrat fertile ou quelque chose qui se rapproche d'un sol, qui en a certaines des caractéristiques à partir de matériaux de récupération, donc en l'occurrence des déblais minéraux et des composts de déchets verts. Le projet a été financé pour 4 ans, entre 2020 et 2024, par le dispositif CO3 dont je vous parlais tout à l'heure, donc de co-construction des connaissances, qui est porté par l'ADEME et par différentes fondations, Fondation pour le progrès de l'homme, Fondation Carasso, Fondation de France, etc. Donc c'est multi-bailleurs, ce programme. Il a eu 3 appels à projets, je crois, entre 2019 et 2021. Nous, on était dans la deuxième vague. Et à chaque fois, en fait, il propose un double guichet, un guichet pour des projets en émergence. Donc là, c'est 20 000 euros financés sur un an. Ça sert vraiment juste à permettre à des collectifs de se monter et de financer des partenaires de la société civile, notamment associatifs, qui, contrairement à nous, chercheurs, n'ont pas un salaire en fait, qui leur permet de faire ça ou qui est dédié à ça. Euh, et puis des projets, ils financent aussi des projets consolidés, donc sur 3 ans, avec 150 000 euros maximum, et c'est ça, nous, qu'on a obtenu. Euh,
Une autre particularité, mais sur laquelle je vais pas détailler, c'est qu'il intégrait un dispositif de tiers veilleur. On pourra venir dedans, là-dessus dans les questions si vous voulez, mais en gros, c'est dès que chaque projet est suivi et accompagné par une personne connaissant un peu ce type de démarche, qui ne participe pas directement au projet, mais qui peut servir de point de référence, apporter un regard un peu extérieur en cas de difficulté. Mais donc, je n'en dis pas plus, on pourra revenir dessus si vous voulez. Et je donne ces détails sur le projet, sur le programme CO3 parce qu'il avait une vocation expérimentale. Il a cherché à structurer et à solidifier ses outils de financement et d'accompagnement de ces démarches. Et donc, je pense qu'il a quand même joué un rôle important en France dans la structuration de ces démarches participatives et donc aussi dans leur institutionnalisation. Bref, ça, c'était la parenthèse sur CO3. Je reviens sur le projet HIP-HOP qui regroupe un certain nombre d'acteurs, notamment quatre acteurs de la recherche publique. On a deux chercheurs en sciences des sols, Thomas Lerche, qui est écologue des sols à l'Université Paris-Est Créteil et IS Paris, Henri Robin, pédologue à l'IRD de Bondy, deux chercheurs en SHS, moi-même et Anna-Christina Torres, qui est enseignante-chercheuse en urbanisme à l'École d'urbanisme de Paris, une collectivité territoriale, le département de Seine-Saint-Denis, et quatre associations qui opèrent des sites d'agriculture urbaine ou des jardins collectifs dans le département. Je ne vais pas forcément rentrer dans les détails de chacune de ces associations, il y aurait beaucoup à en dire, mais simplement vous dire qu'elles font toutes du jardinage collectif ou de l'agriculture urbaine. Elles ont néanmoins des profils assez différents. Certaines sont plus proches des institutions, d'autres émanent plus de projets citoyens, avec des profils parfois plus militants, et elles ont toutes des modes d'usage des sols et des démarches de culture qui diffèrent. Ça va de la production de fleurs à l'autoproduction alimentaire, du projet d'insertion à l'animation éco-citoyenne, en passant par la lutte contre la précarité alimentaire. Leur point commun, c'est qu'elles font toutes face à une contamination des sols héritée de l'histoire industrielle agricole ou simplement urbaine, donc de ces parcelles. Alors, je vous dis un mot de comment le projet a été initié, parce que vous verrez que c'est important en fait de prendre ça en compte. À partir de 2018, le Lab 3S, donc, qui est une des associations participantes, euh, va initier la démarche. En fait, c'est une association qui a été cofondée par une collectivité territoriale et par l'IRD de Bondy, avec pour mission de tisser des liens entre la recherche à l'IRD de Bondy et le territoire de la Seine-Saint-Denis, enfin, et surtout de la collectivité en question. Et donc, c'est cette association qui va initier les démarches, mettre en lien des acteurs. Elle va vraiment jouer pleinement son rôle d'intermédiaire associatif, mais d'émanation institutionnelle. Elle va aller chercher donc des chercheurs de l'IRD et le département qui expérimentaient déjà ensemble euh, de la construction de technosols depuis près de 10 ans pour répondre principalement aux besoins du département qui, par ses parcs, ses projets de végétalisation urbaine, son plan canopé, a de grands besoins en substrat fertile et ne souhaitait pas utiliser de la terre végétale, donc avait cherché à développer ces technosols. Et donc là, ce que va faire l'association Lab 3S, c'est mettre ces projets et ces acteurs en lien avec ces jardins collectifs qui, eux, cherchent à identifier des marges de manœuvre pour continuer à jardiner dans ce territoire qui peut paraître aussi peu propice au jardinage. Et c'est aussi l'opportunité d'un financement qui va déclencher les discussions. Ils vont se réunir à l'occasion d'un premier appel à projet CO3. Ça va échouer. Le retour qui va leur être fait, c'est notamment d'inclure des SHS. Donc, c'est là qu'ils vont venir nous chercher et ça va passer. Et donc, c'est là que ce projet va débuter. Le projet comporte, je ne sais pas s'il va en parler au présent ou au passé, parce que c'est vraiment la fin, mais bon. Donc, comporte ou comporter trois axes. Euh, alors, je suis tout de suite rentré dans ces axes, hein, c'est plus simple. L'axe qu'on a appelé pédologique, porté par Henri Robin et Thomas Lerche, donc son but était de voir si ces techniques de construction de sol qui avaient été expérimentées par l'IS Paris et le département pour répondre à des problématiques propres aux parcs départementaux pouvaient éventuellement répondre à des problématiques qui se posent pour l'agriculture urbaine et participative. Donc, est-ce que ça permet de diminuer le risque lié à la pollution? Est-ce que c'est fertile? Et quels sont les enjeux techniques, logistiques, de maintenance liés à la mise en place des sols construits dans ce type de contexte? Donc là, vous avez une image de ce technosol construit qui a été mis en place dans cet axe, donc mélange de déblais d'excavation et de compost. Et bon, si vous avez compris que ce n'était pas moi qui pilotais cet axe, mais simplement je donne quelques éléments. Il y avait trois modalités, témoin, compost, technosol, 5 réplicas par site, sur 4 sites, donc 60 plots.
On a eu donc de plantation en avril de 5 légumes, carottes, oignons, persil, salade, tomates, cultivés pendant 4 mois, récoltés en août, séchés et broyés, et puis une analyse élémentaire au pistolet XRF qui avait été acheté pour les besoins du projet sur ces échantillons. Et donc tout ça sur 3 années de culture, de 2021 à 2023. Euh, J'espère que vous n'aurez pas trop de questions là-dessus parce que voilà, enfin, si vous en avez, je peux essayer d'y répondre, mais c'est plutôt les pédologues du projet qui pourraient le faire. Euh, la formulation de ce technosol n'a pas été co-construite avec les acteurs, j'y reviendrai. Euh, Elle a été déterminée vraiment enfin, très rapidement au départ du projet parce qu'il fallait mettre en place enfin, l'expérimentation pour avoir ces 3 années de culture, etc. Toutefois, le protocole de plantation et de récolte, lui, a été co-construit avec l'idée de se baser sur l'expérience des jardiniers en la matière. C'est aussi eux qui étaient censés arroser et entretenir les placettes. L'axe socio-anthropologique que j'ai piloté plus directement avec Anna-Christina Torres avait pour objectif de documenter les pratiques jardinières liées au sol, puisque ces jardiniers, par plein de techniques diverses, construisaient, enfin, avec des guillemets, déjà du sol, faisaient de la permaculture, construisaient des lasagnes, apportaient plein de choses sur leur placette. Donc notre projet n'atterrissait pas dans un territoire vierge de pratiques d'apport de matière pour s'émanciper des contraintes du sol. Il venait s'insérer forcément dans une histoire de rapport au sol qu'on devait documenter et prendre en compte. Notre axe a cherché aussi à documenter plus largement l'histoire des sites, le fonctionnement de ces associations, pour comprendre comment tout cela pouvait jouer sur le rapport au sol et à la pollution, avec de nouveau l'idée que tous les jardiniers et jardins ne sont pas égaux face à cette question. Certains savent où s'informer, qui contacter, comment mobiliser des experts et des chercheurs, et d'autres sont beaucoup plus éloignés de tout ça. Et bien souvent, ça se recoupe avec des variables socioculturelles, spatiales, etc. Et donc, on retrouve cette question donc, des inégalités épistémiques que je mentionnais tout à l'heure, c'est ce qu'on voulait documenter. Et puis, on a aussi cherché à documenter le processus de co-construction lui-même, et on a un article en rédaction là-dessus. Et puis, peut-être un aspect original, je ne sais pas, de ce projet, c'était d'avoir un axe culturel. Alors au début, la vocation de ça, c'était d'inclure des artistes qui auraient pu voilà, être embarqués dans le projet et produire des choses. Bon, puis c'est passé, là, ça a commencé en 2020, hein, donc Covid, confinement, pas de public, pendant longtemps, ça a été compliqué. Euh, Cet axe a été il y a aussi la personne qui portait un peu ce projet de travailler avec des artistes qui a dû quitter le projet. Et donc, finalement, ça s'est transformé en un axe qui a servi à la décentraliser le débat, à mettre en débat la question de comment vivre avec cet héritage de pollution de manière plus large, avec des débats, des déambulations, des rencontres grand public qui ont été menées sur les différents sites participants donc au cours des 2 dernières années du projet. Et donc ça, c'est vraiment le reflet d'une adaptation du projet. En fait, on s'est rendu compte assez rapidement, bon, dans le contexte Covid évidemment, que les jardiniers étaient très peu impliqués dans le projet. On n'arrivait pas à le faire. Ça, c'était les permanents des associations qui venaient, mais pas les jardiniers. Et donc, on a cherché à ouvrir le projet par ce biais-là. On a eu beaucoup de participants, une grande diversité de publics, euh, qui montre à minima que ces questions préoccupent beaucoup de monde dans le département. Euh, Juste 2 slides sur le bilan d'IPOP. Je vais peut-être un tout petit peu dépasser la demi-heure, mais je vais essayer d'être rapide quand même. Déjà, c'est un projet quand même qui est considéré par les parties prenantes comme un succès, hein. Les acteurs sont restés jusqu'au bout, on a pu mettre en place énormément de choses. Mais une première chose, c'est que l'ambition de co-construction, ça ne surprendra pas les personnes qui ont déjà participé à ce type de projet, a nécessité un énorme travail de coordination de projet, de nombreuses réunions avec des acteurs très différents autour de 3 axes assez différents qui a vraiment été beaucoup reposé sur 2 des associations qui ont dû fournir beaucoup de temps là-dessus, et ça avait clairement été sous-estimé. Donc ça, c'est un point d'attention pour quiconque voudrait se lancer là-dedans. Et puis un autre point, ça a été, qu'on peut questionner dans ce projet, c'est que finalement, qui a participé? Donc, c'est plutôt des acteurs déjà ce qu'on pourrait appeler la société civile organisée qui sont impliqués, des associations d'une certaine importance, assez proches des institutions, suffisamment stables pour figurer sur des appels à projets. Il y avait dans le consortium de départ 3 associations de plus petite taille, mais 2 vont rapidement abandonner. Il y en a une qui va rester jusqu'à la fin, mais avec des difficultés. Et finalement, bah, ce sont surtout les salariés des associations qui ont pour mission de s'impliquer dans le projet qui vont rester impliqués, et quasiment pas les jardiniers.
Donc évidemment, le Covid, hein, ce rattrapage relatif avec la programmation culturelle. Mais voilà, quand on dit qu'on a travaillé avec les jardins, on a en fait travaillé avec les permanents des associations, dont certains étaient très impliqués. Mais quand on se rendait sur les jardins, on avait parfois face à nous des jardiniers qui connaissaient rien au projet, qui n'avaient rien suivi, etc. Une des raisons de ça, de mon point de vue, mais je pense qu'il est partagé par les autres membres du projet, c'est que on peut se dire c'est à l'échelle d'un département. C'est pas une grande échelle, c'est pas la France, c'est pas l'Europe. Et pourtant, je pense que le territoire était trop grand pour ce type de projet. C'était compliqué pour des jardiniers de Montreuil de se déplacer à l'île Saint-Denis, qui est de l'autre côté du département. Et donc, les nombreux ateliers ou les réunions, qui sont en fait les lieux où se passe la co-construction, donc globalement rester accessibles seulement au niveau des permanents, dont c'est le boulot de participer. Un autre élément qu'on est en train de travailler dans l'article de synthèse un peu de ce projet, qui est plus inhérent à la démarche de co-construction elle-même, et ça relève là plutôt de tensions épistémiques qui nous semblent en fait quand même assez productives dans ce type de projet, en particulier des questions qui ont trait à des différences entre ce que demande la recherche scientifique et les réalités du fonctionnement d'un jardin. Par exemple, tous les sites produisaient leur propre compost. Il aurait été pertinent du point de vue des jardiniers que ce soit leur compost qui soit testé dans les mélanges de technosols, mais ça induisait des problèmes méthodologiques. Plus on rajoute de paramètres dans une expérimentation, et plus il est difficile évidemment d'obtenir des résultats fiables. Ça relevait aussi de problèmes logistiques, parce que la mise en place coordonnée d'une expérimentation sur 4 sites, c'est quand même un challenge logistique. Le jour J, certains sites n'avaient pas de compost mûr en quantité suffisante. Le camion et la bétonnière qui avaient loué l'IRD n'étaient disponibles qu'une journée, etc. Et donc finalement, c'est un compost de déchets verts normé qui a été utilisé. Pareil avec les techniques culturelles qui étaient assez diverses selon les associations et qu'il a fallu standardiser au maximum en éliminant par exemple le paillage, qui est pourtant quelque chose que les jardiniers mettent en place systématiquement dans leur pratique réelle, avant finalement de le réintroduire la deuxième année à cause de la sécheresse, des adventices, pour alléger un peu la coordination et pour d'autres raisons. Mais donc, tout au long du projet, on a eu une tension, ou peut-être que tension n'est pas le bon mot, mais en tout cas une négociation entre ces impératifs de robustesse de la science et une revendication de pertinence de la part des associations qui ne voulaient pas que l'expérimentation soit déconnectée de leur pratique. Ça, c'était quelque chose qui a vraiment été permanent dans ce projet. Je passe rapidement, donc j'ai essayé d'être rapide pour vraiment garder du temps pour les discussions. Donc, au deuxième projet, Réasol, pour réanimer les sols urbains, donc c'est le nom sur lequel on s'est mis d'accord avec l'association. C'est un projet en fait qui a découlé de d'IPOP, du premier. Il a débuté en 2023, il est financé jusqu'à fin 2025. On a un financement à l'émergence cette fois-ci, donc qui sert à construire un collectif et une question de recherche. C'est un autre appel à recherche, un appel à projet, pardon, l'appel ANR Recherche Participative que certains peut-être connaissent. Euh, Comparé au premier, c'est un projet qui est plus petit, sur un plus petit territoire, Aubervilliers uniquement, et avec moins d'acteurs, donc qui diffère voilà, du précédent sur différents points. La recherche ici, elle a été initiée par une association d'Aubervilliers. Donc le contexte ici, c'est donc déjà Aubervilliers, c'est une zone qui concentre vraiment toutes les difficultés de la Seine-Saint-Denis dont je parlais tout à l'heure. La période Covid à Aubervilliers a été vécue très durement, parce qu'en plus du contexte que tout le monde a connu, il y a eu ici des difficultés d'approvisionnement en fruits et légumes frais. Vous savez, on ne pouvait sortir que dans un rayon d'1 kilomètre, énormément d'habitants n'avaient aucun espace vert dans ce rayon d'1 kilomètre autour de chez eux. Et donc l'association Point de Rassemblement, portée par Marion Aubin, a mis en place un cycle de rencontres à la sortie donc, des confinements sur le jardinage, qui va très vite se transformer en un cycle sur les sols, parce que les jardiniers témoignent tous d'inquiétudes relatives à la contamination des sols. Et juste un point rapide, l'association Point de Rassemblement, elle est beaucoup plus petite que celles qui ont participé qui ont porté hip-hop. C'est une association d'éducation populaire aussi. Euh, Aussi, ce qu'il faut dire sur Aubervilliers, c'est que c'est un contexte où, parce qu'il y a eu des scandales sanitaires dans les communes autour, la question des pollutions et de la dépollution des sols suscite un très fort émoi et une certaine défiance, à tort ou à raison, envers les experts et les autorités. Et donc, tout de suite, la question de la participation, elle ne se pose pas du tout de la même manière. Donc, Marion Aubin, de Point de Rassemblement, cherchant à faire venir des chercheurs à Aubervilliers, va se rapprocher d'IPOP, qui est en train de faire toute son animation territoriale à ce moment-là. Et après avoir mené des actions communes un peu ciblées, ponctuelles, ça a débouché donc, sur ce projet de recherche participative Réasol. Comme dans IPOP, le projet il est coporté vraiment de manière contractuelle
à la fois du côté recherche, CNRS via moi, et du côté société civile avec point de rassemblement. Mais dans cette première phase, il n'implique que ces deux acteurs sur cette échelle réduite. Et donc, il se structure, je vous le disais, autour de cette association d'éducation populaire qui est moins en lien avec les institutions, mais qui mène un important travail d'animation pour attirer les collectifs de jardiniers locaux et les garder mobilisés, ce qui demande de vraies compétences. Euh, Autre point aussi, donc, c'est que l'implication des sciences des sols ici, elle est progressive. L'horizon, c'est bien sûr d'impliquer des chercheurs et des chercheuses en sciences du sol, des experts des questions de pollution, mais on le fait progressivement. On organise une série de rencontres et d'ateliers dans laquelle on rencontre ces experts, des experts, on réalise des entretiens en binôme chercheurs-assos pour avoir des échanges autour de questions spécifiques. Le projet, c'est dans un deuxième temps de monter un projet consolidé qui impliquera les sciences du sol de manière plus directe et pérenne. Mais notre pari, c'est de se dire qu'il faut d'abord avoir eu le temps de défricher les questionnements des jardiniers qui peuvent partir dans vraiment beaucoup de directions. Parce que pour co-construire une bonne question de recherche participative, ça prend beaucoup de temps. Il faut comprendre la spécificité de chaque situation. Et donc, on ne peut pas tout de suite se lancer dans une expérimentation ou un monitoring, sinon on risque d'écraser ce qui compte pour ces acteurs. Donc, je passe à ma conclusion. Donc, simplement, les 3 points peut-être propose de retenir de cette présentation, c'est, bon, déjà, j'ai cherché un peu à vous montrer, donner à voir un peu la diversité des configurations de recherche participative en parlant de qui et comment, qui initie la démarche, qui participe, à quelle étape, parce qu'on parle de plus en plus de sciences et recherche participative, voire des SRP. Ça peut donner l'impression d'une certaine homogénéité, mais là derrière, on a des acteurs qui parlent de choses très différentes et qui parfois cherchent ouvertement à distinguer leur démarche d'autres approches. Donc ça, c'est aussi une chose, un conseil peut-être, c'est en début de projet, et même avant, mettre à plat ce dont on parle, ce qu'on met derrière ce label de recherche participative. Deuxièmement, on peut avoir l'impression, effectivement, que c'est vrai, hein, que alors désolé, j'ai 3.1, mais donc je suis au point 2, c'est que les SHS sont absentes de ces questions. C'est vrai, il faut le reconnaître sur les projets sol, mais il y a une histoire longue de ces démarches orientées vers la participation dans les SHS qui est voilà, faut capitaliser là-dessus, on peut, et avec donc ces objectifs revendiqués d'articuler et de légitimer une diversité de points de vue dans les projets, d'atteindre une plus grande démocratisation dans la fabrique des savoirs, des objectifs souvent mis en avant d'ordre voilà, de l'émancipation, avec la visée de permettre à des groupes qui sont en dehors des circuits académiques de pouvoir participer à la formulation des questions de recherche qui les concernent. Et troisième point, si je reviens sur la question posée tout à l'heure, donc dans ces territoires de Seine-Saint-Denis, notamment où j'ai travaillé, où je travaille, comment on fait pour vivre avec cet héritage de contamination? Ben, on peut se dire que ce à quoi peuvent travailler les SHS dans ce type de projet, c'est beaucoup plus que de faire de l'acceptabilité sociale autour d'une nouvelle technique ou d'interroger les motivations des usagers. C'est de contribuer à faire des sols, leur qualité, leur contamination, une question partagée, une question politique, politique au sens de ce qui concerne la vie dans la cité, et qui doit donc faire l'objet d'une discussion large impliquant les collectivités et les experts, mais aussi les habitants, les jardiniers, et les personnes concernées directement. Et moi, je crois que c'est au service de ça, de ce type d'exigence, on peut expérimenter ces nouveaux assemblages sciences-société que permettent ces outils de recherche participative. Voilà, je m'arrête ici, j'ai un petit peu dépassé, j'en suis désolé. Peut-être arrêter le partage. Oui. Merci beaucoup, Germain, pour cette présentation. Il n'y avait pas de souci du tout d'avoir dépassé de quelques minutes. Euh, Juste un premier point, donc dans cette session-là d'échange, l'idée c'était que je rebondisse aussi par rapport à mes propres expériences en recherche participative en lien avec les sols. Donc je vais juste en quelques mots euh, représenter ça. Mais avant ça, je voulais juste aussi attirer votre attention sur le fait que ça a été mis dans le chat que le webinaire était aussi coporté par le réseau de sciences et recherche participative qui est porté par l'association d'études françaises des sols. Et voilà, j'avais oublié de le mentionner en début de webinaire. Et donc, n'hésitez pas à aller voir les informations qui sont dans la conversation par rapport à ça, parce que c'est aussi encore toute une autre diversité de projets de recherche participative qui sont présentés dans le réseau. Donc, juste pour revenir en quelques points,
Moi, j'ai fait un processus de recherche participative que j'avais appelé de recherche collaborative avec un groupe de paysans dans le sud de l'Espagne. Et en fait, ça s'était focalisé vraiment sur la dimension d'un processus d'apprentissage collectif pour co-construire des indicateurs d'évaluation de la santé des sols. Donc, je ne vais pas représenter ici les outils qu'on a utilisés, mais c'est juste pour dire que là, ce qui était particulier, c'est qu'il y avait un groupe d'agriculteurs et d'agricultrices, et puis moi, j'étais seule actrice représentante du monde de la recherche dans ce processus d'apprentissage collectif. Et j'ai été appuyée à certains moments par des personnes du labo de recherche avec qui je travaillais là-bas ponctuellement pour des animations de réunions, etc. Et donc, c'est vraiment encore plus petit comme, on va dire, comme laboratoire d'expérimentation de ces pratiques-là. Mais en tout cas, ce qui m'a, enfin peut-être une première réflexion par rapport à tout ce que tu viens de dénoncer, c'est justement cette idée du processus d'apprentissage collectif et en fait, peut-être que c'est pas quelque chose que on met en avant d'emblée dans un plus gros projet avec beaucoup d'acteurs, dont des acteurs institutionnels, etc. Mais dans le cadre, en tout cas, de mon expérience, c'est vraiment quelque chose qui est apparu tout au long du processus, c'est que c'était nouveau, assez inédit comme situation, et que toutes les personnes qui étaient partie prenante de cette expérience allaient apprendre de nouvelles manières de faire et donc à la fois transformer peut-être des manières de faire de l'agriculture pour les agriculteurs qui étaient pris dans le processus et des nouvelles manières de faire de la science aussi dans mon expérience personnelle. Et je pense que ce que tu dis le reflète assez bien, c'est-à-dire que le deuxième projet dans lequel tu t'inscris est peut-être aussi à l'issue, enfin, des apprentissages que tu as pu faire dans ce premier projet et de pouvoir affiner finalement des questions qui te semblent plus importantes ou de pouvoir aller sur des points en fait qui t'ont manqué dans un premier projet. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose en fait de très important et de central dans ces approches participatives et pour lequel on n'a peut-être pas suffisamment de temps et de place voilà, dans une approche classique de la science. C'est-à-dire que c'est vraiment que voilà, c'est expérimental et il y a une telle diversité de contextes qu'on apprend à chaque fois des nouvelles choses. Donc voilà, je ne sais pas si peut-être par rapport à ça, sur toi, ta manière de faire ta science, de l'anthropologie, enfin voilà, ta manière de pratiquer ta recherche. Cette expérience, en fait, qu'est-ce qu'elle a nourri comme apprentissage ou comment est-ce elle a transformé cette manière de faire la science? Oui, merci beaucoup. Ben oui, c'est vrai que c'est une question qui est centrale. Donc cette question de l'apprentissage collectif. Je pense qu'effectivement par exemple dans le projet hip-hop, c'est que c'était central aussi, hein. Je pense que les acteurs de ces associations ont beaucoup mieux compris en quoi consistait la démarche scientifique, ont compris aussi que certaines de leurs questions, en fait, ça demandait beaucoup de temps d'y répondre. Après, c'est vrai que, alors tu posais la question de ce qu'on apprend dans un projet qui permet d'alimenter un projet suite, etc. Effectivement, moi, en tout cas, c'est vraiment mon expérience voilà, de faire des sauts de puce d'un projet à l'autre où on essaye quelque chose. Dans le projet hip-hop, voilà, on a mis en place ce consortium et puis on se rend compte de certaines choses qui fonctionnent très bien, d'autres où on se dit, mais en fait, on n'a pas réussi à avoir ces jardiniers parce que l'échelle territoriale était trop grande. Et donc, dans le projet suite, euh, Réasol, on essaye quelque chose de beaucoup plus petit. Et peut-être qu'à la fin de ce projet Réasol, on se dira, mais bon, c'était très bien de faire ça à Aubervilliers, mais on va de nouveau aller vers autre chose pour encore changer la démarche et explorer un autre aspect. Donc, ça, ce que ça montre sans doute, c'est qu'il n'y a pas de démarche idéale. Voilà, il y a que de l'expérimentation un petit peu collective et voilà, de tentative de créer de l'intelligence collective là-dessus. Euh, Juste, ouais, sur cet article-là de Myriam Winans dont je parlais tout à l'heure, moi j'ai trouvé vraiment intéressant parce elle est partie prenante, elle, dans beaucoup de projets de recherche participative, mais elle a aussi un recul critique là-dessus. Et elle dit, bah, c'est vrai, on insiste souvent sur cette question des apprentissages, de l'expérience personnelle, etc. Mais est-ce que, en disant ça, il ne faut pas perdre de vue non plus l'objectif de transformation sociale qui dépasse le projet et les apprentissages des uns et des autres? Je le dis simplement parce que c'est quelque chose que j'essaie aussi de garder en tête pour moi-même dans ces projets. Et puis tu poses évidemment la question du temps.
Ça, c'est absolument évident et c'est crucial pour tous les acteurs, qu'ils soient chercheurs, professionnels ou pas. Euh, pour les associations, le temps, ça veut souvent dire pouvoir être financé. Certains projets, bon là, on commence à avoir, justement, je pense que cette institutionnalisation qui arrive avec des projets, etc., ça permet quand même, même si ça sélectionne un peu, certes, les acteurs, ceux qui vont dedans peuvent être financés, mettre des postes, enfin des postes, du temps là-dessus de manière financée, etc. C'est extrêmement important. Pour les chercheurs aussi, on est quand même souvent tiraillés dans beaucoup de projets différents. Nos contraintes en termes d'évaluation, c'est pas très clair si ces démarches, enfin l'implication dans ces démarches va être reconnu de la même manière que, par exemple, voilà, le fait de publier une recherche classique, etc. Je pense que les choses bougent de ce point de vue-là, mais je ne suis pas du tout certain que ce soit acquis. Et c'est vrai que, bon, alors moi, il se fait que je suis anthropologue. Les anthropologues, c'est quand même admis qu'on passe beaucoup de temps sur le terrain, donc c'est l'implication là-dedans, moi, je le prends comme une façon, en fait, aussi de faire du terrain, un terrain collaboratif, etc. Puis je disais tout à l'heure que il y a une tradition de recherche collaborative en anthropologie, donc, quelque part, en le rattachant à ça, cette démarche, elle est relativement légitime dans le champ de l'anthropologie. Quand je suis évalué, je peux faire valoir ça, etc. Donc ça, mais je sais que c'est une chance que j'ai. Euh, du côté des sciences du sol, enfin, je suis pas scientifique du sol, mais les collègues qui sont impliqués, ça semblait pas forcément aussi évident. Et c'est vrai que sur le projet hip-hop, la personne qui s'est le plus impliquée, qui a le plus passé du temps auprès des jardiniers, qui a le plus vraiment en fait joué ce jeu de l'apprentissage collectif, c'est une personne en fin de carrière en fait, qui a plus vraiment d'enjeu voilà, de carrière en fait, et donc qui peut prendre ce temps sans doute plus que d'autres personnes. Voilà, Et, nerf de la euh, guerre, c'est clair. Mais c'est clair que le temps est important dans ce type de rencontre, mais c'est aussi les conditions, je pense, de rencontre. Et tu en as parlé aussi un peu par rapport à la question de l'implication justement des jardiniers. Peut-être le fait de cette échelle spatiale aussi qui était pas idéale. Et ça, c'est aussi quelque chose peut-être qui est important à noter. Pour pouvoir avoir cette participation, bon, les chercheurs ont peut-être besoin de plus de temps, mais il faut aussi que les personnes qu'on cherche à rassembler aient les conditions idéales pour ça. Et je me posais aussi la question de l'attention qu'il y avait par rapport justement dans ce souci de justice épistémique, l'attention qu'il y a eu par rapport à leurs propres connaissances, parce que tu parles de documentation des pratiques, documentation de l'historique, etc. Mais de quelle manière est-ce que ça se pose dans ta pratique de recherche plus anthropologique de s'intéresser vraiment à leurs connaissances sur les sols et est-ce qu'il y a eu des moments de dialogue des connaissances entre les jardiniers et les pédologues et vous aussi sur, enfin vraiment sur le terme de connaissance des sols, quoi. Mhm. Alors, donc, dans un premier plan, comment moi je fais pour documenter ça, ben, c'est assez classiquement par entretien, hein, entretien non directif avec les acteurs. J'essaie de rencontrer plusieurs personnes dans les associations qui ont différentes positions dans les collectifs. Et puis, quand c'est possible, que les acteurs sont d'accord, j'essaye de faire de l'observation participante. Moi, j'ai pas le temps d'en faire autant que j'ai une, une thésarde qui était impliquée sur le projet, qui a vraiment passé beaucoup de temps dans les jardins. Moi, c'était un peu plus ponctuel, hein, mais voilà, d'essayer d'être sur site, concrètement, de jardiner avec ces personnes et voilà, voir, discuter de ce qu'ils font, de ce qui émerge. Certains disent, oh non, moi, le sol, je me pose aucune question. Et puis, une fois qu'on est sur le site et qu'on jardine avec eux, on voit que ils disent, ah bah, il est quand même comme ça, mon sol. Et en fait, il y a plein de choses qui émergent. Après, il y a aussi certains acteurs qui ont vraiment des connaissances très, très développées sur les sols, qui ont une bibliothèque dédiée au sol chez eux. Alors, pas forcément des ouvrages scientifiques comme on trouverait dans un bureau de l'IRD, mais des ouvrages de permaculture, bon, enfin, c'est pas non plus anodin, quoi. Enfin, je veux dire, il y a des gens qui sont quand même très renseignés et et, euh, voilà, qui ont un vrai savoir à faire valoir. Mais c'est vrai que, par exemple, dans le projet hip-hop, plusieurs de ces acteurs se sont un peu, de mon point de vue, censurés, au début en tout cas, face aux scientifiques qui, ben, il y a une certaine
aura, je sais pas, enfin voilà, des acteurs qui n'ont pas l'habitude peuvent parfois voilà, mettre un peu de scientifique sur des piédestals, donc pas, c'est pas facile, pas forcément oser s'exprimer au départ. Ça, c'est beaucoup délié en cours de projet. Mais donc au début, on a l'impression qu'ils n'avaient rien à dire, mais c'est pas qu'ils n'avaient rien à dire, c'est qu'ils se censuraient un petit peu. Alors que pourtant, franchement, les pédologues avec qui on a travaillé étaient adorables et enfin, c'est pas du tout des gens qui prenaient ces jardiniers de haut, hein. Je pense que c'est vraiment des effets voilà, de hiérarchie perçue par les acteurs. Enfin. Mais donc, c'est là qu'à mon avis, le rôle de l'intermédiation, donc voilà, le fait d'avoir dans le collectif des, par exemple, une association qui fait de l'éducation populaire, hein, comme c'est le cas dans le projet Réasol, qui va justement s'assurer que cette parole puisse s'exprimer, soit prise en compte, de ménager des espaces où parfois tous les acteurs ne sont pas en présence, de manière à construire un discours qui après va pouvoir être collectivisé, etc. Je pense que c'est extrêmement important et c'est un vrai savoir-faire. Et moi, très honnêtement, en tant que chercheur, je n'ai pas ce savoir-faire. Je ne suis pas mon métier. Alors j'adore apprendre et essayer, hein, mais je veux dire, c'est extrêmement précieux d'avoir voilà, des associations qui savent utiliser ces outils d'éducation populaire, d'intermédiation, etc. Et je pense que de plus en plus, il y a aussi une offre. Enfin, je pense à l'association Sciences Citoyennes qui propose des formations là-dessus et qui parfois qu'on peut solliciter comme tiers veilleur sur des projets comme ça pour avoir un certain accompagnement. Donc, moi, je pense que on va aussi vers un mieux de ce point de vue-là. Est-ce que j'ai bien répondu à ta question? Oui, oui, en tout cas, on a parcouru cette question des connaissances des acteurs. Et en fait, dans le cas de mes recherches, moi, c'était assez enfin, ce qui était différent, en tout cas, c'est qu'il y avait peut-être moins de niveau d'interaction. Il y avait un groupe d'agriculteurs avec des interactions entre eux, déjà un partage de connaissances locales issues de leurs différentes expériences. Et puis, il y avait mon approche de pédologue, sciences du sol, et on s'est penché sur les sols en faisant des descriptions de fosses, par exemple, ou des descriptions de profils. Et donc, on a cherché un vocabulaire commun pour arriver à se parler des sols. Mais ce que je me rends compte, c'est que comme j'étais seule scientifique dans ce processus, ben peut-être que j'avais pas la complexité aussi du niveau d'interaction avec d'autres scientifiques. Et que j'ai l'impression que dans les projets dont tu parles, il y a cette tentative et enfin cette ambition en tout cas de faire à la fois de l'interdisciplinarité et de la transdisciplinarité. Et je pense que c'est vraiment important, en fait, de pouvoir lier ces différentes échelles d'interaction. Mais est-ce que parfois, de faire tout en même temps, c'est pas trop compliqué? Et d'où, en tout cas, je trouve vraiment pertinent cette idée de construire peut-être autrement ce deuxième projet en disant on a d'abord quelque chose à clarifier avec les jardiniers, avec les acteurs, avant de pouvoir vraiment faire de l'interdisciplinarité. Mais est-ce que d'un autre côté, on ne perd pas aussi ce processus-là, enfin, le fait de ne pas impliquer des chercheurs en sciences des sols dès le départ, est-ce que du coup, ils ne vont pas arriver en cours de route en ayant perdu quand même cette première phase d'interaction avec les acteurs? Enfin, c'est vraiment une question que je trouve enfin, pas évidente en fait, parce que j'entends vraiment cette idée de le faire par étapes, ça me paraît très important. Mais en venant en cours de route, est-ce qu'on ne perd pas aussi une partie de la qualité de ces interactions? Donc voilà, je ne sais pas comment tu situes cette question d'articuler l'interdisciplinarité et la transdisciplinarité dans ce type d'approche. Oui, oui, non, mais c'est une vaste question. Encore une fois, il n'y a pas de recette, je pense. Alors, juste pour préciser sur le projet RASOL, des chercheurs et chercheuses en sciences du sol ou des experts sont impliqués. Simplement, ils sont impliqués pour l'instant dans des ateliers ou dans des entretiens qu'on fait en binôme auprès voilà, de personnes expertes des réglementations, des seuils d'alerte, sanitaire, enfin voilà, de toutes ces questions-là, pour déjà, en fait, simplement comprendre comment ça fonctionne. On a avec nous des jardiniers qui ont découvert se sont d'un coup retrouvés concernés par la question de la pollution des sols parce qu'ils ont reçu un arrêté de la municipalité qui leur disait de fermer le jardin. Et voilà, d'un coup, ce truc leur tombe dessus, ils reçoivent une étude de sol à laquelle ils ne comprennent rien, etc. Et donc c'est déjà en fait ça, commencer à comprendre, à dépatouiller qui sont ces acteurs, pourquoi la préfecture de police est là-dedans, pourquoi la mairie, qui elle-même parfois comprend pas grand-chose, hein. C'est quoi ces seuils, ça fonctionne comment? Enfin, toutes ces questions
qui sont quand même complexes, et je pense qu'ils sont même complexes pour des experts, hein, franchement. On essaye déjà de naviguer un peu là-dedans, et en fait, on fait venir très régulièrement des experts, dont on espère qu'ils se sentent, et on les fait revenir, hein, c'est pas chaque fois des gens différents, de manière à, bah oui, en fait, bah aussi un petit peu, voilà, voir comment on arrive, comment on interagit, est-ce que les questions qu'on pose se relient, est-ce que c'est aussi une façon quand on construira le projet consolidé avec ces personnes, on saura vraiment pourquoi on le fait en quelque sorte, hein. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Alors sur l'idée de mettre plus de l'interdisciplinarité, de mettre d'emblée plusieurs scientifiques en contact, pareil, ça c'est vraiment une question qui est difficile. Même là, quand on est simplement donc, dans Réasol à l'étape d'organiser des ateliers, on se demande souvent si on fait venir un ou plusieurs experts, quand bien on arrive à les faire venir, hein, parce que c'est pas toujours ils sont pas toujours très dispo. Est-ce que c'est une bonne idée d'avoir deux personnes, voilà, qui viennent nous parler en même temps d'un même problème? On se dit, mais ça peut un peu casser ce côté justement, la science parle, et puis voilà, il n'y a rien à discuter, parce qu'on voit en fait que les scientifiques eux-mêmes ont des façons différentes de parler, se saisir de ces problèmes, de les discuter, etc. Donc ça peut encourager, je pense, la participation. Mais pour tout te dire, il y a un atelier où on a fait ça, où en fait c'est parti un peu en discussion d'experts, justement, entre et le pauvre jardinier enfin, tout le monde était un peu largué. Voilà, donc là aussi, je sais pas s'il y a une bonne recette, on teste des choses, et puis ça dépend beaucoup des personnes qui interviennent finalement. Et alors, tu as dit un truc aussi important, tu as fait référence au projet auquel tu as participé, où il y avait déjà un collectif constitué, et ça aussi, évidemment, c'est une variable qui est capitale dans la manière dont le projet va pouvoir se monter. Est-ce qu'il y a déjà un collectif constitué, ou est-ce qu'il est très lâche? Est-ce que, comme c'était dans le cas de Réasol, c'est simplement des gens qui se sont retrouvés à un moment parce qu'ils avaient tous des problèmes de pollution de sol, mais sans avoir énormément interagi auparavant? Ou est-ce qu'en fait, je sais pas, chez les agriculteurs, ils sont déjà en cumin ensemble ou quelque chose comme, enfin, je sais pas, il y a plein de modes de sociabilité aussi qui peuvent donner lieu à de la constitution de collectifs qui après va se greffer sur ces démarches-là. Et ça, évidemment, ça va tout changer. Après, les financements émergence, là, sur les projets, enfin, sur les appels à projets type CO3 et ANR, justement, une de leurs vocations, c'est de se donner le temps de construire un collectif et une question de recherche commune. Donc ça, c'est extrêmement précieux, parce que c'est vrai que si on part bien en tête avant d'avoir un truc consolidé, je pense que c'est, ouais, c'est difficile de s'en sortir, à mon avis. Mhm. Enfin, sur le type de Bon, projet que j'ai présenté. j'aurais encore d'autres questions, mais on va aussi passer la parole aux participants. J'ai juste une dernière question, c'est par rapport justement à cette question des acteurs, peut-être des autorités. Là, tu parles de la municipalité, de préfecture de police, de la manière dont, à un moment donné, les acteurs avec qui tu travailles se trouvent aussi face à des autorités. Et du coup, la position du chercheur ou de la chercheuse là-dedans, à un moment donné, est-ce que dans ce processus, on peut garder juste un regard observateur ou est-ce que, on est aussi à un moment donné quand même pris à partie dans ces questions-là? Et est-ce que c'est quelque chose qui t'a traversé dans ces projets? Oui, évidemment. Ben, on a très souvent des cas où des associations sont en conflit en fait avec la municipalité ou enfin où les relations sont pas du tout simples. Et ce à quoi je pense qu'il faut être prudent en tant que chercheur, effectivement, il faut surtout, enfin, à mon avis, il faut vraiment éviter de monter, en tout cas nous, moi j'ai essayé d'éviter de monter un projet qui serait les jardiniers contre la municipalité ou quelque chose comme ça. Donc l'idée, c'est d'essayer effectivement d'inclure le département, la mairie, dans les échanges, de manière aussi à ce qu'on, parce que parfois il y a une défiance en fait qui est pas toujours fondée sur enfin, parfois les acteurs ont l'impression que la municipalité se moque d'eux, alors qu'en fait, c'est simplement qu'eux-mêmes n'ont pas toujours les ressources pour prendre en charge ces questions-là. Et donc déjà, se rendre compte qu'on est tous aussi impuissants, entre guillemets, et qu'on doit ensemble s'équiper, etc., c'est quand même déjà un progrès. Et je pense que quand on est, alors, faut être très prudent quand on fait ça, mais quand on est chercheur un peu extérieur au territoire, etc., on peut être un acteur de la médiation aussi entre différentes parties prenantes. Donc oui, on essaye de le faire. Après, c'est pas on n'invite pas tout le temps les autorités, parfois ça dépend. Voilà, mais l'objectif, c'est quand même de co-construire aussi avec eux. Voilà. Merci. Ben, je vais laisser Alain, du coup, relayer les questions des participants et participantes pour cette troisième partie. Oui, merci, hein, j'ai trouvé ça passionnant. Donc, il n'y a pas
énormément de questions, donc ça va me permettre de donner la parole à certaines personnes. Je vais commencer par Pierre Gano. Donc Pierre, Bonjour, vous m'entendez bien? Très bien, bonjour. Ouais. Super, bah, merci beaucoup Germain, c'était super intéressant et Lola pour l'animation, ton retour aussi, c'était vraiment super chouette. J'ai noté plein de questions parce qu'en fait j'écris ce que je pense, donc c'est pas toujours très efficace. Mais je vais en poser une, je pense. J'ai moi-même porté un projet émergent au troisième appel CO3, le projet Seul à l'école. On a fait ce que tu viens de dire de pas faire, c'est-à-dire avant d'avoir le consortium et les questions bien constituées, on part et on fait quand même quelque chose. On s'est dit qu'on se construirait, qu'on ferait nos méthodes et nos outils, etc. En les testant. Je pense que globalement, c'était quand même un super succès, c'était chouette avec des scolaires, des sciences sociales, enfin bref, il y avait pas mal de choses, c'était cool. Mais comme tu l'as dit au tout début, ça a demandé énormément de temps de coordination. C'était beaucoup moi qui ai porté, ou du coup, je pense que je suis pas encore je suis en début de carrière, donc j'ai pas encore les œillères Mhm. peut-être de 30 années des colloques du sol. Donc je suis assez ouvert à des nouvelles méthodes, mais il a fallu faire vraiment des grands écarts, quoi. Mhm. Et pour ça, je pense que mine de rien, j'en suis ressorti extrêmement grandi, hein. J'ai appris mais tellement de la part des enseignants, des associations, etc. Euh, je me suis formé, du coup. Mais justement, je trouve que tu as mentionné Science Action ou d'autres structures Science Citoyenne, pardon, qui peuvent être accompagnées. Notre tiers veilleur, heureusement qu'il était là. Mais est-ce qu'il existe des dispositifs de formation qui sont un peu tout public, pas forcément non plus que pour les chercheurs qui sont pas sciences sociales, hein, mais dans ces projets-là qui demandent justement ces liens entre différentes disciplines, entre différents types d'acteurs? J'ai l'impression qu'il faudrait qu'en termes de montée de compétences, il n'y ait pas seulement les jardiniers qui apprennent sur les sols, les pédologues qui apprennent sur le jardinage. J'ai l'impression qu'il y a aussi des compétences humaines vraiment à acquérir et que de juste être accompagné, encadré, je me demande si c'est suffisant en fait. Parce que de fait, on Mhm. se retrouve à devoir gérer ça. Et l'humain, tellement important dans ce genre de projet, faudrait pas que ça fasse tout capoter parce que ça couac. Et il peut y avoir des tensions justement quand en plus il y a des avis sur des problématiques de pollution comme ça, voilà, entre ce que la mairie décide, ça peut être des fois. Enfin, moi je trouve ça très violent parce que du coup les jardiniers ont vécu, ils arrivent dans leur jardin et d'un coup on leur dit non. Bon, comment on fait après pour engager un débat et créer de la confiance dans tout ce processus et voilà. Est-ce qu'il y a des formations qui permettent d'accompagner sur ça? Bah, merci déjà aussi pour la présentation de ton projet. Ouais, ben, je vois que enfin, c'est passionnant et ça recoupe pas mal de choses. Euh, alors sur les formations, à ma connaissance, hein, parce que je suis pas forcément la personne de référence sur le sujet, mais moi, dans le cadre du projet CO3, il y a quand même eu un certain nombre d'actions de formation qui ont été proposées. Mais je pense, enfin un certain nombre, il y en a eu, je pense, trois à ma connaissance. Moi, j'ai pu aller à une. Souvent, ça se couplait un peu avec une volonté d'avoir des ateliers réflexifs entre porteurs de projets, etc. Mais je pense et j'ai peur que ce soit quelque chose qui était propre à CO3, justement parce qu'il y avait cette volonté de structurer, visibiliser un champ très expérimental, etc. Dans l'appel à projet de l'ANR, qui reprend un peu les grandes lignes de CO3, mais le rend plus, voilà, j'ai l'impression qu'on va sur quelque chose de plus long terme, enfin j'espère. J'ai pas du tout l'impression que cette dimension soit présente. S'il y a quelqu'un de l'ANR parmi nous qui veut me contredire, n'hésitez pas. Par contre, voilà, effectivement, du côté des associations type, voilà, bah, si tu as parlé de sciences citoyennes, je pense qu'ils organisent des ateliers, des formations, c'est possible, c'est probablement payant. Et je sais qu'il y a volonté d'institutionnaliser ça du côté du CNAM avec, enfin, bon, j'ai entendu parler, mais alors à voir et à suivre, mais il y a du côté du CNAM une formation en préparation. Tu vois que c'est un truc en cours du soir, justement, pour des personnes qui voudraient se lancer là-dedans, etc. Et puis, parallèlement à ça, alors on va pas être tellement dans le champ de la recherche participative ou des sciences citoyennes, mais on peut se former voilà, à l'accompagnement de projets avec plus du côté éducation populaire. Il y a quand même pas mal de ressources qu'on peut trouver, même si évidemment il y a des enjeux qui sont spécifiques aux recherches participatives qui ne seront pas couverts. Bon voilà, c'est un peu ça que j'ai identifié, mais il peut-être y a que sans doute Clément d'autres choses. Descarpentier pouvait ajouter quelques points là-dessus. Donc Clément Descarpentier, je rappelle, ce salarié de la FES qui coordonne le réseau de sciences participatives.
Donc Clément, si tu veux ajouter des choses sur la formation. Oula, il y a un petit problème de son peut-être. Ouais. Ouais, on est plusieurs dans la même salle à regarder, donc c'est pour ça qu'il y avait un conflit de micro. Oui, je mettais dans le chat par rapport à des propositions de formation de sciences citoyennes dont Germain parlait, et il y avait aussi l'école de la médiation. Et sinon, nous, au niveau de nos adhérents, là, notre précédente assemblée générale au sein de l'Association française pour l'étude du sol, il y avait des propositions de potentiellement accompagner des porteurs de projets sur une montée en compétences en sciences enfin, sur telle ou telle thématique en sciences du sol. Mais c'est en discussion. D'accord, merci Clément pour ces éléments. Non, Moi, merci. j'avais une question un peu Est-ce presque que je peux épistémologique juste pour Clément. Oui, vas-y, Pardon, Lola. c'était juste pour rajouter par rapport à cette question-là. Moi, je connais aussi, il y a l'université du Nou. Et en fait, ça permet de faire juste un pont. euh, Ah, ah oui, il y a un il y a son. votre micro qui est encore allumé, Sophie ou Clément. Euh, du coup, juste, ça me permet de faire un lien parce que je pense que c'est quand même important de se rendre compte que c'est des manières de faire de la science qui évoluent aussi avec des manières de faire société. Et en fait, on parle de lien entre interface science-société. Et en fait, là, on parle aussi de formation à la concertation populaire, à l'intelligence collective, à des formes de gouvernance aussi différentes. Et donc, c'est même aussi de monter des projets avec d'autres formes de gouvernance, c'est-à-dire que c'est pas les chercheurs qui pilotent tout mais où il y a une concertation dès le départ de la conception de projet. En fait, c'est vraiment voilà, des compétences qui sont beaucoup plus larges que celles de juste faire des projets. Et donc, pour moi, il y a deux types de formations. Il y a des formations à l'interdisciplinarité et à la transdisciplinarité peut-être dédiée vers les chercheurs, mais il y a aussi un apprentissage plus général en tant que citoyen, en fait, de comment faire ensemble pour faire société, quoi. Et donc, les chercheurs et les scientifiques sont aussi des citoyens et ils sont sans doute amenés dans leur municipalité, dans leur commune aussi, à peut-être participer à d'autres formes d'expériences de gouvernance. Et donc, voilà, je pense que les associations comme l'Université du Nou va plutôt accompagner des projets peut-être plus politiques ou de collectifs plus militants, mais en fait, les outils et les approches sont assez semblables de celles qu'on va devoir mobiliser aussi dans des processus de sciences participatives. Merci Lola pour ce point. Moi, je vais laisser la parole aussi au public, mais il y avait une question qui me taraude un petit peu. Germain, c'est un peu une question presque personnelle. Pour moi, un ethnologue, c'est quelqu'un aussi qui a une vision un petit peu décalée, extérieure. Et donc, la relation chercheur-citoyen fait pour moi partie de ta question de recherche. C'est comment le chercheur, la posture, se positionne, comment ces interrelations, elles existent. Je pense par exemple à ce qu'a fait Bruno Latour dans un laboratoire, tu vois, où il s'est posé comment la recherche elle se fait, elle se fabrique aussi. J'aimerais bien avoir ce regard-là, dire c'est vrai qu'il faut de la formation, mais en même temps, un point que tu avais soulevé, par exemple, qui m'avait vraiment intéressé, c'est que les chercheurs ont une vision assez normative, statistique, où il faut, par exemple, un compost qui soit répétable, qu'on met partout, alors que le jardinier, pour lui, ça l'intéresse pas parce que c'est pas son compost à lui. C'est exactement ce genre de question entre le qualitatif et le quantitatif que moi je me pose souvent parce qu'effectivement, on a quand même des procédures scientifiques qui existent et qui sont quand même valides par rapport à des demandes citoyennes qui ne sont pas du tout en adéquation. Donc, comment tu vois ça? Est-ce que c'est nous de changer peut-être nos procédures et de trouver un moyen de mettre ça dans nos procédures scientifiques? Enfin, voilà, ce mélange du qualitatif et du quantitatif, j'aimerais bien avoir ta vision. Oui, mais, bah, merci beaucoup. Alors, c'est une vaste question qui pourrait nous emmener loin. Mais pour essayer de rester bref, bah, alors déjà sur cette question, effectivement, là où c'est pas que je posais, mais j'essayais un peu de tirer ces fils, robustesse et pertinence. C'est surtout pas pour dire que les chercheurs n'ont pas fait ce qu'il fallait faire. Et en fait, ils ont fait leur job de chercheurs. C'est tout à fait, enfin, comment dire, c'est comme ça que procèdent. Ils ont bien fait leur métier en fait, en essayant d'avoir un compost le même partout, de standardiser les pratiques. C'est ce qui leur a permis de dire quelque chose en fait, hein, parce que sinon, ils auraient juste rien eu à dire et c'était pas la peine d'avoir des chercheurs en sciences et sols. Donc, chacun a en fait sa rationalité dans cette histoire. Et c'est peut-être ça que, enfin,
moi, en tant qu'anthropologue qui m'a intéressé dans ces projets, c'est aussi de constater ça, de voir qu'il n'y a pas juste une solution technique, hop, qui va, ah oui, bah, c'est bien, on a compris, on adopte la solution technique. En fait, il y a vraiment des différentes rationalités, de façon d'aborder, de poser le problème, de le cadrer, etc. Et donc, le savoir, il peut pas aller de façon linéaire, je pense, de la science vers la société, hein, pour le dire vite. Et c'est pour ça que voilà, ça demande ce temps long d'interaction, etc. Euh, je sais pas si ça répond à la question, mais donc effectivement, oui, qu'anthropologue, ethnologue qui participe à ces projets, je m'intéresse à la manière dont les jardiniers ont conceptualisé, si on veut, le problème auquel ils font face, mais ça m'intéresse aussi de voir comment les collègues scientifiques travaillent, pas pour critiquer ou dire c'est pas bien, mais pour bien comprendre les différences en fait dans les façons de cadrer les problèmes. Et j'essaye Ouais, je crois aussi qu'on a d'être vraiment attentif besoin à de la manière ouais. dont moi je cadre les choses, et ça, c'est pas facile. Voilà. Très bien. J'ai passé la parole à, alors, excusez-moi si le nom, c'est Fénicetou, je pense. Est-ce que je le prononce bien? Benitsu. Zenitsu, oui. Merci. Bonjour. Euh, Bonjour. Donc moi, je viens du BRGM. Je suis intéressé, très intéressé même par tout ce qui est aspect recherche, action participative. Et donc, ma première question, c'était par rapport au moment où vous avez dit que des associations, elles ont décroché en cours de route. Il y a des jardiniers Mm. aussi qui ont décroché en cours de route. Euh, Est-ce que ces questions-là n'ont pas été abordées au tout début du projet avec ces jardiniers-là en disant est-ce que vous accepterez de participer jusqu'au bout ou alors jusqu'à quel niveau ou alors jusqu'à quel moment, etc. Et ça m'amène à une question plus large, du coup, c'est par rapport à votre expérience, ou on va dire multiple, quelles recommandations suggéreriez-vous pour que justement ces personnes, on va dire non scientifiques, euh, tiennent la route, entre guillemets, le plus possible dans ce type de projet-là, en dehors du juste participer au début et à la fin, etc., quoi, voilà, sur la durée, on va dire, du projet au-delà du côté financement, bien sûr. Ouais, ouais, tout à fait. Merci. Ben, merci pour cette question qui est, je pense, très importante et celle des décrochages. Oui, effectivement. Alors donc sur le projet hip-hop où il y a eu quelques décrochages, en fait, les associations qui ont décroché, c'était les collectifs les plus petits, les plus fragiles, entre guillemets, qui n'avaient pas de salariés, qui faisaient les choses de manière bénévole. Et en fait, je pense, en tout cas dans notre cas, ça aurait été difficile de vraiment mettre à plat très clairement le temps que chacun allait passer sur le projet, etc. Parce que c'était très difficile d'imaginer à l'avance le temps en fait, cette co-construction allait prendre. Le temps qu'il allait falloir pour revenir sur des choses. On disait, ah, on pensait que ça c'était bon, que c'était acquis, mais en fait, il fallait revenir dessus, etc. Et donc, c'est vrai que le temps a complètement explosé. Même les associations plus institutionnelles, entre guillemets, qui avaient des salariés, etc. Souvent, la question, c'est enfin, je pense se sont posé la question de la continuité de leur participation, même si elles voyaient plein d'avantages à ça, mais parce que ça leur prenait beaucoup plus de temps que ce que leur plan de financement était supposé le permettre. Enfin, voilà. Il y a aussi dans les associations une question, ça je pense que toute personne qui a travaillé avec le monde associatif le voit bien, de turnover, des personnes qui, parce que ils sont souvent, enfin voilà, en burn-out, enfin voilà, c'est bon, pour plein de raisons, hein, mais et donc c'est vrai qu'il y a une question aussi, même quand l'association reste, quand la personne référente, parce que là dans Hip Hop c'était des personnes référentes qui participaient, change. Alors il- l'avantage c'est que parfois on a une nouvelle perspective parce que la personne qui arrive a un autre regard, etc. Mais il y a quand même toute la profondeur un peu historique du projet, de ce qu'on faisait ensemble depuis le début, etc., qui peut être un peu perdu. Donc, c'est quand même des moments qui demandent une grande ouais, vigilance, il faut être attentif à ça. Et puis, sur la question de comment maintenir la participation, ben ça, c'est encore une fois vraiment, je pense, le nerf de l'animation. Et ça, c'est vrai qu'en tant que chercheur, moi, je m'estime pas bien équipé, en tout cas pour ça. C'est un vrai métier en soi. Et donc, avoir dès le départ des partenaires, je dis associatifs, mais en fait, c'est peut-être pas la seule forme, je sais pas, mais qui vont vraiment s'occuper de ça, enfin, être attentif. Par exemple, je vois dans l'association Point de Rassemblement, dont c'est le métier de faire de l'éducation populaire,
n'arrête pas de nous relancer là-dessus, de nous dire, mais si on veut garder les gens, on peut pas faire que des débats entre experts. On doit de temps en temps faire une soirée film, je sais pas, ou faire des moments informels, des choses comme ça, pour que les gens, ça rentre dans leur sociabilité aussi, qu'ils viennent pas juste parler de pollution seule, mais qu'ils viennent retrouver un collectif dans lequel ils se sentent bien, etc. Moi, c'est des choses, effectivement, que je fais pas, c'est pas mon métier. Et donc, c'est vrai que c'est crucial. Et moi, j'aurais tendance à dire, alors peut-être qu'il y a des chercheurs qui sont super bons aussi pour faire ça, évidemment. Mais moi, j'aurais tendance à m'en remettre à ouais, des, des, des acteurs qui sont bons pour maintenir ça. Et je pense qu'il y a quand même aussi une question de si on travaille avec un collectif qui est mobilisé avant le projet, etc., euh, ça tend quand même, à mon avis, à diminuer le risque qu'ils partent en cours de route, quoi. Alors que si on construit quelque chose avec des acteurs qui ne se connaissent pas, etc., c'est tout de suite plus fragile. Voilà, bon, c'est un peu, voilà, je sais pas si ça répond en partie. Merci beaucoup, ça répond. Merci, Germain. A priori, je ne vois pas d'autres questions qui ont émergé dans le chat. Tout le monde a Si faim. quel- Ben, peut-être, exactement. Mais J'en ai posé une deuxième, mais c'est peut-être pas urgent. donc, ben, vas-y. Donc, tu as la main. Oui, c'était par rapport à ce que Madame Michel a dit tout à l'heure par rapport aux agriculteurs espagnols. Vous avez dit que suite à cet apprentissage collectif, il y a eu une prise de conscience comme quoi il faut modifier certaines pratiques. Est-ce que ça s'est arrêté à une prise de conscience ou ça s'est concrétisé vraiment dans leur pratique sur le terrain? Voilà. Merci pour cette question. Ben, en fait, moi, j'ai pas pu les suivre ensuite dans les années qui ont suivi. Donc, sur le moment, on a discuté de propositions de transformation de pratique. Et dans le temps où je les ai suivis, ben, ils ont fait des nouvelles expérimentations. Mais je sais pas dire si c'est nécessairement plus que ce qu'ils faisaient déjà avant, parce que je travaillais avec des agriculteurs qui étaient dans une phase de transition qui cherchaient justement à adapter leur système. Et donc, de toute façon, ils essayaient des nouvelles techniques progressivement, quoi. Donc, voilà, en tout cas, ça se manifestait dans une plus grande attention pour les sols, dans la manière de faire de l'agriculture. Mais maintenant, il faudrait que je puisse y retourner 5 ans plus tard et voir vraiment si leur système a changé et quelle est la part de ce processus-là. Donc, c'est un peu difficile à évaluer. Mais en tout cas, dans les évaluations qu'on a fait ensemble et dans les discussions, eh ben, pour eux, c'était important de prendre ça en compte aussi dans leur pratique. Euh, Merci, ça va. Moi, j'avais du coup une question pour Germain encore par rapport à cette question justement enfin, sur laquelle Alain est revenu, de différentes rationalités. Enfin, donc, c'est quoi la manière dont le chercheur en sciences des sols vient dans un projet de science et dont l'anthropologue vient dans un projet scientifique. Donc, là, on parle peut-être plus aussi euh, comment dire, enfin, ces rationalités, elles sont à la fois sciences humaines, sciences des sols, et puis encore enfin, usagers, acteurs, enfin, c'est en effet différentes rationalités. Est-ce que il y a comment dire, des manières de les faire dialoguer, ou est-ce que c'est juste... Parce que la manière dont on parle, c'est comme si c'est en tout cas documenter ces différentes rationalités, comprendre qu'elles existent, mais pas nécessairement arriver à les faire dialoguer. Et quand tu parles aussi de faire venir des experts et qu'à un moment donné, ces experts peut-être parlent trop un langage expert et perdent des personnes qui les écoutent, de quelle manière est-ce qu'ils sont invités à venir parler? Est-ce qu'ils sont bien préparés au fait que c'est dans une approche justement de dialogue des connaissances, avec des acteurs, etc. Enfin, quelles sont un peu peut-être les balises qu'il y a moyen de mettre pour qu'à un moment donné, il y ait quand même des langages communs qui puissent se trouver et que ce soit pas juste le fait de visibiliser ces différences, qui est déjà une étape importante, mais voilà. Mais je crois que c'est un résultat important de ce type de projet qui est, alors c'est pas un résultat au sens où on peut l'entendre, où on a prouvé qu'une technique était valide ou quelque chose comme ça, mais de justement, tu parlais tout à l'heure, enfin, je pense que c'est en lien avec ta question de tout à l'heure sur l'acculturation, quelque part, on pourrait dire à la façon
oui, de percevoir un problème et de le traiter de l'autre, enfin, d'autres acteurs. Souvent, en fait, je pense que cette question, parce que c'est pas juste comme s'il y avait une rationalité scientifique qui est un truc homogène qui change pas, et puis une rationalité jardinière qui est un truc homogène. Je pense que ça peut s'hybrider de plein de façons. À mon avis, un des trucs centraux là-dedans, en fait, c'est un peu la temporalité à laquelle le problème est évalué. En tout cas, les chercheurs avec qui j'ai travaillé, souvent, l'idée, c'était voilà, d'apporter, de construire petit à petit des connaissances pour que le problème de la contamination des sols de jardin, en général, puisse être abordé de manière voilà, plus rationnelle et solide, etc. Pour les jardiniers, ils voulaient une solution tout de suite à leur problème pour la saison prochaine, quoi. Enfin, finalement, on ne peut pas leur jeter la pierre non plus. Si on leur dit, vous vous engagez dans un problème pour pour le bien commun de la science et de la connaissance, je pense qu'à la deuxième séance, il n'y a plus personne, quoi. Enfin, en tout cas, de jardiniers avec qui moi j'ai travaillé, voilà, ils voulaient quand même des réponses très concrètes à des problèmes assez immédiats. Et donc, effectivement, il faut arriver à tisser des chemins entre ouais, ces différentes temporalités, ces différentes façons d'envisager la question, etc. Mais voilà, je crois que justement, c'est encore une fois la question du temps qu'on peut passer ensemble dans des projets comme ça, ou peut-être que sur certains aspects, des chercheurs peuvent lâcher du lest, entre guillemets, sur certains aspects, rendre leur méthodologie moins solide du point de vue scientifique, mais pas lâcher sur tout non plus, bien sûr. Enfin, et ça s'est produit dans hip-hop. On a réintroduit le paillage à un moment. Voilà, donc il y a des choses sur lesquelles ça peut se produire et d'arriver aussi à comprendre pourquoi l'autre fait les choses et raisonne d'une certaine manière plutôt que simplement le subir un peu sans bien comprendre les tenants aboutissants. Je pense que ça, c'est aussi extrêmement important pour arriver à créer une sorte d'horizon commun, quoi. Oui, en tout cas, c'est sûr que c'est une étape nécessaire pour arriver justement à peut-être ensuite une forme d'hybridation, comme tu dis, ou de co-construction de nouvelles formes de savoir, quoi, à partir de ces différentes Mais rationalités. c'est vrai qu'on se retrouve souvent, enfin, parce que moi je suis chercheur aussi, hein, j'ai aussi des impératifs évidemment de publication, etc. C'est vrai que là j'ai travaillé avec un postdoc sur le projet Réasol et on doit souvent réaffirmer le fait que nous on a aussi besoin de résultats publiables à un moment, qu'on n'est pas sur ce projet pour simplement faire de l'animation, qu'il faut vraiment qu'il y ait une recherche scientifique aussi, tu vois. Donc, ouais, c'est une négociation, quoi. Les deux côtés essayent de trouver quelque chose qui leur convienne, en fait, mutuellement. C'est peut-être ça, justement, en effet, qui est important, et peut-être que on terminera là-dessus, mais c'est d'arriver à construire quelque chose qui est avec un bénéfice mutuel, en fait, et que ce soit vraiment l'ensemble des acteurs qui s'y retrouvent dans ce type de projet. Mhm. Euh, ben, merci beaucoup. En tout cas, je ne sais pas si Alain, tu voulais encore intervenir pour conclure, parce qu'on là, on arrive à la fin du temps du webinaire. Non, et oui, je vais conclure très rapidement. Bon, d'abord, je voudrais vous féliciter tous les deux pour la clarté de cet exposé parce que euh, il y a toujours un petit peu aussi ce problème un peu sémantique et de temps en temps, les gens ont un petit peu de mal à se dire, oh là là, il y a un anthropologue qui va parler, je vais rien comprendre et tu as été d'une clarté extrêmement forte, Germain. Je voulais vraiment t'en remercier. Tu n'as pas fait de novlangue. Ah ben, merci Et beaucoup, donc, ça me fait plaisir. c'est important parce qu'effectivement, dans l'interdisciplinarité, ce problème de langue et de langage est presque au cœur, hein, pour qu'on sache qu'on parle de la même chose. Donc, je voulais vraiment vous les féliciter là-dessus, hein, toi et Lola. Et puis, bon, bah, moi, ça me passionne un peu ces aspects justement un peu épistémologiques, de savoir comment tu te parles est-ce que les scientifiques peuvent dégrader un petit peu leur système pour pouvoir plus alimenter? C'est vraiment des questions qui deviennent de plus en plus prégnantes. Et je pense qu'en fait, on s'en saisit pas assez. Peut-être aussi de savoir, par exemple, est-ce que les statistiques, on peut peut-être aussi les bouger, peut-être, parce qu'on a des a priori statistiques qui font que on a besoin d'un système expérimental qui est extrêmement lourd à chaque fois. Donc, ça serait aussi intéressant de regarder si nos outils pouvaient s'adapter aussi à ce type d'activité plutôt que de prendre un outil et de balancer comme ça et qui nous impose et nous contraint. Donc, il y a vraiment une réflexion très importante. Puis après, il y a toute l'histoire de posture que tu as aussi évoquée, qui, justement, au sein de la COSAF-Tersol, on en a presque fait une journée un peu là-dessus. Ça a été très important.
Et Yodit KDB qui nous écoute a fait une fiche là-dessus sur la posture en agroécologie que je vous recommande de lire parce qu'elle est vraiment très Oui, intéressante. Donc intéressant. voilà, voilà, je vous remercie vraiment tous les deux. J'espère qu'on aura l'occasion de plus animer de ces regards croisés justement, sciences du sol, anthropologie, et pas ethnologie comme je disais tout à l'heure d'ailleurs. Merci. Et Si, on peut voilà, dire donc les deux, en fait. Bon, ce sera on un peut autre dire débat. les deux. D'accord, mais ça encore vu que c'est bon. Voilà. Et bah, merci Lola, et merci Germain. Et donc j'espère à bientôt à toute la communauté. Et n'hésitez pas, je vous transmettrai aussi le lien de l'enregistrement de ce webinaire. N'hésitez pas à le diffuser auprès de vos collègues et vos amis aussi, car je pense que ça intéresse à peu près tout le monde. Et donc à bientôt pour le prochain. Au revoir, Merci, Lola et merci. Germain. Un Merci. plaisir de Merci vous pour toutes revoir. vos questions, pour Salut, l'invitation et bon appétit. Si, au revoir. au revoir.